histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on s'attaque à un chef-d'œuvre de David Fincher, ni plus ni moins, le grand réalisateur. Un film avec Brad Pitt pour ces mesdames. Vous aurez reconnu sûrement Seven, que je n'avais pas encore abordé jusque-là. Allez, on y va, c'est parti mon kiki. Alors Seven, stylisé en Seven avec un 7 à la place du V, est un thriller sur le titre, est un thriller psychologique américain réalisé par David Fincher, sorti en 1995. Avec dans les rôles principaux les acteurs Brad Pitt et Morgan Freeman, entourés notamment de Gwyneth Paltrow et de Kevin Spacey. Le film raconte l'enquête criminelle des inspecteurs David Mills, joué par Brad Pitt, et William Somerset, joué par Morgan Freeman, lorsque ceux-ci traquent un tueur en série inconnu qui utilise les 7 péchés capitaux comme motif de ses meurtres. Le scénario du film a été influencé par le temps que le scénariste Andrew Kevin Walker a passé à New York à essayer de devenir écrivain. Bien que la ville où se déroule l'action du film ne soit pas nommée, le tournage a eu lieu à Los Angeles, la dernière scène étant tournée près de Lancaster, en Californie. Ce film marque le début d'une amitié entre David Fincher et Brad Pitt. Le réalisateur et l'acteur se retrouvant ensuite, vous le saurez, à 2 reprises, avec Fight Club en 1999 et L'étrange histoire de Benjamin Button, qu'on n'a pas encore abordé, en 2009. Seven est à la fois un succès commercial et critique. Le film ayant rapporté plus de 327 millions de dollars au box-office pour un budget de production de 33 millions. Il dure 127 minutes. Le résumé. William Somerset, un inspecteur de police vieillissant, taciturne et désabusé, est à 7 jours de la retraite. Affecté aux homicides au sein d'une brigade criminelle dans une grande ville américaine non nommée, il attend avec impatience son départ. Dans l'intervalle, on lui présente son successeur, l'inspecteur David Mills, un jeune homme fraîchement marié au caractère impétueux et idéaliste. Devant faire équipe ensemble pendant un temps, les deux hommes connaissent un début quelque peu rugueux. Peu après, le binôme est chargé d'enquêter sur le meurtre d'un homme de très forte corpulence, retrouvé mort dans son appartement. La tête de la victime a été enfoncée dans son assiette de spaghettis, ses membres, bras et jambes, étant dans le même temps ligotés au montant de sa chaise, vissé au sol, ce qui a entraîné l'étouffement de l'obèse dans son assiette. Mills s'occupe ensuite d'une autre affaire, le meurtre d'un avocat sauvagement assassiné. Sur la scène de crime, il découvre le mot « avarice » inscrit en lettres de sang. Des indices laissent penser que les deux affaires sont liées et seraient l'œuvre d'un unique tueur en série. Les deux policiers ne tardent pas à pressentir que ces crimes sont peut-être inspirés des 7 péchés capitaux. Le premier meurtre, celui de l'homme obèse, symboliserait alors le péché de gourmandise. Grâce aux empreintes digitales retrouvées sur la scène du crime du deuxième meurtre, Somerset et Mills identifient un suspect déjà connu de la police.
Se rendant à son domicile, les 2 policiers y trouvent, attaché sur un lit, un individu extrêmement décharné, pâle et inerte. Lorsque l'un des policiers qui les accompagne braque sa lampe torche vers les yeux de la victime, l'homme se met à convulser. Il est donc encore vivant. La victime, un ancien trafiquant de drogue, est maintenu aux limites de la vie et de la mort à l'aide de médicaments depuis plus d'1 an. À côté de lui, de multiples photos, des polaroïdes, montrent sa dégénérescence physique au fil des semaines. Attaché sur le lit et apparemment victime de ses vices, il symbolise le péché de paresse. Somerset et Mills en viennent logiquement à la conclusion que l'auteur de ces crimes a prémédité ses actes depuis plus d'1 an. Alors qu'il mène l'investigation de l'appartement, un photojournaliste arrive sur les lieux et commence à photographier la scène de crime. Irrité par cette présence importune, Mills s'emporte pour faire déguerpir le photographe. Celui-ci finit par s'en aller, mais juste avant de disparaître, prend une dernière photo de Mills, alors en pleine explosion de colère, annonçant à l'inspecteur qu'ils se retrouveront bientôt. Mills rétorque en lui donnant son nom qu'il épelle. Tracy, l'épouse de David Mills, est malheureuse d'avoir dû emménager dans cette grande ville où elle ne connaît personne. Elle se confie à Somerset, lui révélant qu'elle est enceinte de Mills, mais qu'elle ne l'a pas encore annoncé à son mari. Somerset lui explique combien cette métropole tentaculaire et dangereuse ne lui paraît pas un lieu approprié pour élever un enfant. Il lui avoue aussi qu'il avait lui-même persuadé à l'époque sa propre petite amie d'avorter. Il conseille à Tracy de ne pas prévenir son mari si celle-ci décide de ne pas garder l'enfant. Dans le cas contraire, elle devra tout faire pour rendre cet enfant heureux, ce qui provoque les pleurs de Tracy, paniquée par sa responsabilité et son amour pour Mills. Au cours de l'enquête, Somerset déduit que le tueur en série dont il s'occupe a longuement étudié les 7 péchés capitaux avant de commettre ses crimes, et qu'il a donc probablement emprunté toute une littérature sur cette thématique à la grande bibliothèque de la ville. Sachant que le FBI consigne illégalement l'identité de tous ceux qui empruntent des livres sulfureux ou politiquement sensibles, Somerset soudoie une de ses connaissances qui a ses entrées à l'agence pour vérifier les registres d'emprunt de la bibliothèque. La requête about à une identité. Celle-ci est celle d'un individu nommé Jonathan Doe et l'adresse de son domicile. Les 2 policiers s'y rendent. Alors que Somerset et Mills se trouvent face à la porte de l'appartement de Doe, Doe, c'est le nom qu'on donne aux inconnus, aux corps inconnus qu'on retrouve aux États-Unis. Le nom de famille. John Doe, on les appelle. Un individu surgit dans le couloir, arrivant par l'escalier de l'étage, et dès qu'il les voit, ouvre le feu sur eux avant de s'enfuir. Mills se lance à sa poursuite, mais l'individu parvient à le maîtriser et à le désarmer, puis pointe son arme sur lui. Mais subitement, il disparaît, épargnant Mills. Bien qu'il n'ait aucun mandat de perquisition, Mills force l'entrée de l'appartement de Doe sans demander son avis à Somerset. À l'intérieur, les 2 policiers y découvrent des dizaines de livres et de cahiers écrits de la main du tueur, remplis de jugements irrationnels, ainsi que des preuves menant à une autre victime potentielle. L'appartement de Doe est cependant vierge de toute empreinte digitale. Mills découvre aussi une photo de lui, prise en gros plan, et les inspecteurs comprennent alors que Doe est le photographe avec qui Mills avait eu une altercation auparavant dans l'appartement du trafiquant de drogue. La victime suivante est une prostituée. Doe a contraint un de ses clients à porter un gant de ceinture équipé d'une lame tranchante, puis elle a violé avec cet attirail fatal. La prostituée a été ainsi tuée, le vagin lacéré par la lame, mourant par là où elle péchait. Son meurtre symbolise le péché de luxure. Par la suite,
On retrouve le cadavre d'une jeune mannequin, la tête recouverte de bandages. Ligotée à un lit, elle tient dans la main un téléphone et dans l'autre un cachet. Sur le cadavre est posé un écrit manuscrit de Doe, où celui-ci explique qu'il a lacéré le visage du mannequin, l'a attaché au lit, bandé son visage, puis a placé dans ses mains le téléphone et le cachet. Il a annoncé à sa victime qu'elle avait le choix entre appeler les secours avec le téléphone, elle serait alors sauvée mais défigurée à vie, ruinant sa carrière de mannequin, ou elle pouvait préférer d'avaler le cachet, celui qui lui serait fatal. En optant pour la deuxième solution, c'est-à-dire le suicide, elle a donc commis le péché d'orgueil. De retour au commissariat, les deux policiers voient apparaître avec stupeur John Doe, le tueur se rendant de lui-même aux autorités. Ses vêtements sont recouverts de sang du mannequin défiguré, mais aussi celui d'une autre victime sur le moment non identifiée. Pour ne pas laisser d'empreinte digitale, Doe s'était renié le bout des doigts. Par l'intermédiaire de son avocat, il offre aux enquêteurs deux options. Il est prêt à signer des aveux complets sur les meurtres, à condition que les deux enquêteurs, et eux seuls, l'accompagnent sur le lieu où se trouvent les deux dernières victimes. Ou bien il plaidera la folie afin d'obtenir une irresponsabilité pénale lors de son jugement. Bien que Somerset soit réticent, Mills accepte l'offre de Doe. Le meurtrier indique alors aux deux policiers un lieu isolé en pleine campagne, où d'après lui se trouvent les deux dernières victimes. Durant leur trajet en voiture, Doe affirme aux deux policiers que c'est Dieu qui lui a commandé de punir les pécheurs et de révéler que le monde est un lieu dépravé, ajoutant que d'autres personnes comprendront son message et lui succéderont. Durant la discussion, il raille également le comportement de Mills, se confrontant aux certitudes du policier sur la société dans laquelle ils vivent, sous le regard de Somerset, qui cherche à soutirer des informations au tueur par le biais de questions habiles. Peu après leur arrivée sur place, les policiers voient arriver au loin une camionnette de livraison venant dans leur direction. Somerset part intercepter le véhicule, tandis que Mills reste seul avec Doe, entravé et tenu en joue par l'inspecteur. À une centaine de mètres de là, le livreur de la camionnette remet à Somerset un paquet, une boîte en carton d'une 20aine de centimètres, en lui affirmant qu'il a reçu comme instruction de la livrer ici à ce moment précis. Pendant ce temps, surveillé par Mills, Doe explique à ce dernier combien il l'admire, sans dire pourquoi, ce qui finit par agacer Mills. Après avoir indiqué par radio à l'équipe de policiers qui découvre ce qu'il va faire, Somerset se décide à ouvrir la boîte, mais immédiatement recule d'effroi quand il découvre le contenu. Puis, il fait demi-tour et retourne en se précipitant vers Mills, tout en lui criant de lâcher son arme. C'est à ce moment-là que Doe révèle à David Mills que la boîte contient la tête de son épouse, Tracy, qu'il a tuée au matin chez elle après le départ de l'inspecteur. Doe lui affirme que lui-même symbolise le péché d'envie, ayant désiré vivre la même vie de famille idéale que celle de Mills. Alors que Somerset arrive vers eux, Doe avoue à Mills avoir échoué à jouer au mari avec elle, ce qui sous-entend fortement un viol, puis se moque de lui quand il comprend que Mills ignorait la grossesse de sa femme. Mills, après une phase de colère où il refuse de croire Doe et demande avec insistance à Somerset ce qu'il y a dans la boîte, braque son arme sur le tueur, menaçant de le tuer. Somerset, jetant sa propre arme, essaye de le retenir en lui affirmant que s'il tue Doe, c'est lui qui gagnera parce que c'est ce qu'il souhaite. Mais Mills, submergé par la douleur et obnubilé par l'image de sa femme, bascule soudainement dans la folie et abat Doe de plusieurs balles tirées en pleine tête. Il symbolise alors le péché de colère
et parachève par la même occasion l'œuvre de Doe. En état de choc, Mills se rend ensuite dans la direction de la boîte. Plus tard, arrivé sur les lieux avec d'autres policiers, le supérieur des deux hommes demande à Somerset ce qu'il va devenir et où il sera. Regardant Mills prostré à l'arrière de l'une des voitures de police, Somerset lui répond « Je serai dans le coin », disant de manière implicite qu'il ne prendra pas sa retraite. La fin du film est l'évocation en voix off de Somerset qui dit la phrase suivante. Ernest Hemingway a écrit « Le monde est un bel endroit qui vaut la peine qu'on se batte pour lui. » Je suis d'accord avec la seconde partie. Voilà comment se finit le film. Un film magistral. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir vraiment. Au scénario, on a Andrew Kevin Walker qui s'initie vraiment un scénar hyper bien fait. À la musique, on a le célèbre Howard Shore. Au montage, Richard Francis Bruce. C'est un film de la production New Line Cinema, distribué par la New Line aux États-Unis et Metropolitan Film Export en France. Le budget, on l'a dit tout à l'heure, il était de 30 millions de dollars. C'est tourné en couleur 35 mm, 127 minutes. C'est sorti aux États-Unis le 22 septembre 1995 et en France le 31 janvier 1996. Brad Pitt y joue David Mills, Morgan Freeman, l'inspecteur William Somerset, Gwyneth Paltrow, Tracy Mills, Kevin Spacey, John Doe, non crédité en tout cas dans le générique de début, évidemment, pour ne pas révéler l'intrigue. Early Hermy, le capitaine de police au commissariat. Richard Roundtree, le procureur Martin Talbot. Les grands acteurs. L'une des premières influences d'Andrew Kevin Walker pour écrire le script a été de vivre un temps à New York, où il tente de se lancer sa carrière de scénariste. Il déclare « Je n'ai pas aimé mon passage à New York, mais c'est vrai que si je n'y avais pas vécu, je n'aurais probablement pas écrit Seven. » Il envisage alors William Hurt pour incarner Somerset, personnage nommé d'après son auteur favori William Somerset Maugham. Andrew Kevin Walker mettra environ 2 ans à terminer son script. Jeremiah S. Chechik est un temps attaché au poste de réalisateur, tandis que David Cronenberg et Guillermo del Toro l'ont refusé. Dommage pour eux, non ? La fin du film, initialement prévue avec la tête dans le carton, est rejetée par New Line Cinema, qui souhaite une fin plus classique avec davantage d'action. Cependant, lorsque New Line envoie le script à David Fincher pour connaître son intérêt vis-à-vis du projet, la version originale du script est envoyée accidentellement. À cette époque, David Fincher n'a plus lu un script depuis 1 an à raison de son expérience très frustrante sur le tournage d'Alien 3. Il déclarait à l'époque « Je pensais qu'il était mieux de mourir d'un cancer du côlon que de faire un autre film. » Le réalisateur accepte finalement de réaliser Seven, très séduit par le script qu'il écrit davantage comme une malédiction sur le mal plutôt qu'un simple film procédural. Quand New Line Cinema s'aperçoit de l'erreur de script, le président de la production, Michael De Luca, rencontre David Fincher et lui explique qu'il y a des pressions internes pour utiliser le script révisé. Michael De Luca explique cependant que si David Fincher s'engage officiellement à faire le film, la fin pourrait être conservée. Mais le producteur du film, Arnold Coppelson, refuse de faire le film avec le scène dans la tête dans le carton. L'arrivée de Brad Pitt dans le rôle de Mills permettra de faire pencher la balance dans le camp des personnes voulant conserver intacte la scène. L'acteur Kevin Spacey n'est pas crédité au générique de début,
mais il est le premier cité lors du générique de fin. Il s'agit d'une idée du réalisateur David Fincher afin de laisser planer le mystère sur l'identité du tueur. Bah oui, s'ils avaient annoncé Kevin Spacey au générique du début et qu'on n'avait pas vu tout le film, on aurait deviné que c'était lui le tueur. En même temps, il était obligé. Il n'a pas eu une idée. Il était obligé. À l'origine, Denzel Washington devait tenir le rôle de l'inspecteur David Mills, mais refusa. Vous voyez. On a d'abord proposé le rôle de Freeman à un blanc, et l'acteur principal, on l'a d'abord proposé à un Afro-Américain, et c'est un blanc qui l'a eu. Voilà l'inverse qui s'est passé. On aurait eu un autre duo, tout à fait sympathique d'ailleurs. Mais bon, ça s'est pas fait. Mais David Mills refusa, trouvant le script trop sombre et diabolique. Après avoir vu le film, il regretta son refus. Sylvester Stallone a également refusé le rôle, de même que Nicolas Cage. Pour le rôle de l'inspecteur William Somerset, les acteurs Robert Duvall, Harrison Ford et Gene Hackman ont été approchés, tout comme Al Pacino qui préféra tourner City Hall. David Fincher souhaitait absolument l'actrice Gwyneth Paltrow pour incarner le rôle de Tracy Mills après l'avoir vue dans le film Flesh and Bones de 1993. Le réalisateur demanda alors au petit ami de cette dernière, Brad Pitt, de la convaincre. Ce rôle avait d'ailleurs été proposé à Christina Applegate. Le scénariste du film, Andrew Kevin Walker, fait une apparition dans le film dans le rôle du cadavre de l'homme obèse sur la première scène de crime. Par ailleurs, Alfonso Freeman, fils de Morgan Freeman, fait une apparition dans le rôle d'un expert de la police en empreinte digitale. Le rôle de John Doe était à l'origine écrit pour Lee Ermey, avant que Kevin Spacey ne prenne le rôle. Ermey joue en revanche le rôle du capitaine de la police. Comme quoi ils s'échangent les rôles. Tiens, non, toi tu joues ça, non, tu vas jouer ça en fait. C'est tout un monde. Le tournage s'est déroulé en Californie et en Pennsylvanie. Ce film fait partie de nombreux films tournés au Quality Café à Downtown, un quartier de Los Angeles. David Fincher, dont c'est le second film à sortir au cinéma, signe un film policier sombre, proche du film noir, à l'action et aux explosions. Il préfère une scène de recherche à la bibliothèque. Une seule course-poursuite se fait à pied, avec un petit peu de coups de feu, mais pas beaucoup. C'est un film sans réel héros. Il va même jusqu'à ne pas citer au générique d'introduction le nom de Kevin Spacey, jouant l'assassin, dont le nom de John Doe signifie Monsieur Tout-le-Monde pour donner un style particulier à son film. Fincher fait appel au directeur de la photographie que j'ai oublié de nommer tout à l'heure, Darius Khondji, le fameux, qui est français. L'intention du réalisateur étant de faire un film en noir et blanc et en couleur. Il est franco-iranien, il n'est pas tout à fait français, il est franco-iranien. Brad Pitt s'est cassé le bras lors de la course-poursuite avec le tueur. Son handicap a contraint la production et le scénariste a quelque peu modifié le scénario. C'est pour ça qu'on le voit dans des scènes avec un bras dans le plâtre. Les livres glauques appartenant au tueur de l'appartement de Doe ont été rédigés spécialement pour le film. Ils ont nécessité $15 000 et 2 mois de travail. Dans le film, Somerset, Morgan Freeman, fait d'ailleurs allusion à l'ampleur en disant qu'il faudrait 2 mois de travail et 50 hommes pour lire tous les cahiers. C'est le scénariste Andrew Kevin Walker qui joue le rôle du premier cadavre, on l'a dit, dans la première scène du film. Voilà ce que je voulais vous dire. Le film tisse des liens avec les œuvres M le Maudit, 1933, de Fritz Lang,
et Le silence des agneaux de 91 de Jonathan Demme. La ville n'a pas de nom, bien que l'on voit plusieurs fois le nom New York, et l'assassin est une ombre mystérieuse. Les couleurs sont ternes, contrastées, mettant l'accent sur l'aspect glauque des lieux. La musique du film, composée par Howard Shore, présente des similitudes avec celle du Silence des agneaux, également composée par Shore, notamment la scène lors de la troisième crime, la paresse, où les policiers pénètrent dans l'immeuble et l'appartement de la victime. En effet, le rythme musical calé sur le montage des plans de cette scène rappelle le passage du Silence des agneaux où le personnage d'Hannibal Lecter s'échappe de la prison de Memphis. Dans le film, au cours d'une analyse ADN des empreintes du suspect, l'inspecteur Mills émet l'hypothèse que le tueur est fou, extrapolant ses motivations avec la phrase suivante « Mon chien m'a dit de le faire. Jodie Foster m'a dit de le faire. » Cette citation est une référence au tueur en série David Berkowitz, surnommé Fils de Sam, qui déclarait recevoir ses ordres de tuer par Sam, le chien de son voisin. C'est aussi une référence à la tentative d'assassinat contre Ronald Reagan en 1981, dont l'auteur John Warner Hinckley Jr. était obsédé par l'actrice Jodie Foster. La scénarisation du film a fait l'objet d'une novélisation par Anthony Bruno, sorti en 1995, sorti chez Pocket en 1996 pour la traduction française. Et voilà, on a eu une première édition simple DVD le 22 août 2001, jusqu'à une édition collector Digibook boîtier Blu-ray avec fourreau, avec un son DTS HD 5.1, DTS HD 7.1, avec un ratio en 2/35e et cinémascope 16/9e natif. Donc, un petit travail dessus. Il y a beaucoup de références dans la musique. Rammstein y fait référence, le rappeur McGregor, le rappeur Medine, le rappeur Tiers-Monde, le rappeur Don Choa. On peut parler dans American Horror Story. Il y a des évocations de la série, une référence est faite. Supernatural, I Met Your Mother. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, surtout. Parlez-en autour de vous. Il y a des gens qui aiment le cinéma. Ça peut leur plaire. Donc partagez. Ça coûte rien et ça m'aide beaucoup. Donc merci de le faire. Et si vous voulez me supporter et avoir des épisodes inédits, inscrivez-vous sur mon Patreon ou mon Tipeee. Mon Tipeee, j'offre des t-shirts designés par moi-même, graphiste de formation. Je préfère le dire, hein, c'est pas des dessins d'enfants non plus. Il y a un minimum de design. Voilà, ils sont visibles sur ma boutique. Vous avez le lien sûrement sur la page web où vous êtes sur la plateforme d'écoute. Il y a le lien vers mon site web, qui est une radio. Et il y a une boutique. Voilà mes amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, correcteur temporel temporisé.